Imagine ceci. Nous sommes en mai 1945 et vous vous tenez sur le pont d'envol du USS Enterprise dans le Pacifique. L'officier responsable des opérations aériennes vient de lancer 30 Hellcats et bombardiers en piqué Dauntless pour une attaque contre des positions japonaises. Ils reviendront dans 2 heures avec peu de carburant, certains endommagés, les pilotes épuisés. Et voici le problème qui s'apprête à en tuer plusieurs. Votre pont d'envol est un parking de 266 mètres de long, avec une seule voie d'entrée et une seule de sortie. Chaque porte-avions de la Seconde Guerre mondiale fonctionnait comme un dangereux jeu de chaises musicales. Quand les avions rentrèrent de mission, ils devaient se poser un par un sur la poupe, accrocher un câble d'arrêt, puis rouler immédiatement vers l'avant pour se garer près de la proue. Cela semble simple, n'est-ce pas? Sauf que chaque atterrissage prenait environ 90 secondes, et vous aviez 30 avions tournant au-dessus de vous avec peut-être 20 minutes de carburant restant. Faites le calcul, 45 minutes de récupération pour 30 appareils. Les derniers atterrissaient quasiment à sec. Et si un pilote manquait les câbles et s'écrasait, tout s'arrêtait. L'équipage devait pousser l'épave par-dessus bord, pendant que 29 autres pilotes brûlaient leur précieux carburant en cercle dans le ciel, regardant leur jauge descendre vers le zéro. Mais le véritable cauchemar ne résidait pas dans le temps de récupération. C'était ce qui se passait après. Une fois tous les avions revenus à bord, ils restaient garés aile contre aile de la proue, à la poupe entièrement armée et plein de carburant. Le pont d'envol ressemblait à un parking bondé, rempli de bombes et d'essence d'aviation. Vous vouliez lancer une autre attaque, impossible. Pas avant que les équipes de pont n'aient déplacé manuellement chaque appareil pour les repositionner en vue du lancement, une opération qui prenait 1 heure supplémentaire. Le porte-avions devenait pratiquement inutile pendant 60 à 90 minutes après la récupération. L'amiral Mark Mitcher, commandant la Task Force 58 en 1944, applace là le problème du cycle de pont, et il étranglait littéralement la puissance aéronavale américaine. Ces porte-avions pouvaient théoriquement opérer 100 d'appareils chacun, mais la géométrie du pont droit signifiait qu'ils ne pouvaient lancer qu'une grande attaque par jour. Les Japonais avaient le même problème. Leurs porte-avions à Midway, en juin 1942, furent pris au piège avec des avions stationnés partout, incapables de décoller ou d'atterrir lorsque les bombardiers américains arrivèrent. Akagikaga et Soryu furent coulés parce que leurs ponts étaient paralysés, prisonniers du cycle récupération, réarmement, repositionnement. Voici ce qui empêchait les amiraux de dormir la nuit. Les porte-avions étaient censés devenir les nouveaux navires capitaux, remplaçant les cuirassés comme colonne vertébrale de la puissance navale. Mais un cuirassé pouvait tirer sans interruption pendant le combat. Un porte-avions ne lançant qu'une attaque toutes les 6 heures. Ce n'était pas une arme, c'était une cible coûteuse et immobile. La marine américaine calcula que dans une bataille théorique contre la flotte soviétique à la fin des années 1940, ces porte-avions n'auraient le temps d'effectuer qu'une seule frappe avant que les sous-marins et les navires ennemis ne réduisent la distance. Un seul coup, puis un combat au couteau avec une arme vide. Le pont droit n'était la faute de personne. C'était simplement la manière dont toutes les marines du monde avaient reconstruit leurs porte-avions depuis les années 1920. Il fallait une longue piste dégagée, orientée face au vent, pour le décollage et l'appontage. Personne ne remit en question ce principe parce que personne n'avait de meilleure idée jusqu'à ce que les corps s'accumulent et que les amiraux commencent à compter combien de pilotes ils perdaient, non pas sous le feu ennemi, mais faute de carburant, en attendant de pouvoir se poser sur leur propre navire. Le 7 décembre 1941 changea tout dans la manière dont les Marines concevaient la guerre aéronavale, mais pas comme on s'en souvient généralement. Où Pearl Harbor prouva que les porte-avions pouvaient projeter une puissance dévastatrice. Les avions d'attaque japonais mirent à genoux la flotte du Pacifique en 2 heures. Mais ce qui se passa après révéla la faiblesse fatale que tout le monde ignorait.
Les 6 porte-avions de l'amiral Nagumo avaient lancé 353 appareils en 2 vagues à partir de 6 heures du matin. À 10 heures, quand les derniers revenaient, ces ponts étaient tellement encombrés qu'ils ne pouvaient pas lancer une 3e vague contre les réservoirs de carburant et les ateliers de réparation de Pearl Harbor. Son état-major avait besoin de 3 heures pour dégager les ponts réarmés et repositionner les avions pour un nouveau décollage 3 heures, pendant lesquelles sa flotte serait restée vulnérable à une contre-attaque américaine si des porte-avions ennemis avaient été en rade. Nagumo fit demi-tour, laissant le travail à moitié fait, parce que ses ponts d'envol s'étaient transformés en parking. Les Américains apprirent cette leçon, à la dure 6 mois plus tard, à Midway. Le 4 juin 1942, les porte-avions japonais, Akagi Kaga et Soryu, furent surpris avec leurs ponts saturés. Certains avions étaient armés pour frapper la terre, d'autres réarmés, pour une attaque navale. Les chasseurs Zéro faisirent le plein. Le cycle de pont les paralysa pendant 47 minutes. C'est alors que les bombardiers en piqué de Wade McCloskey, venus du Enterprise, arrivèrent. 3 porte-avions détruits en 5 minutes, parce qu'ils étaient physiquement incapables de faire décoller leurs avions. Le pont droit les avait transformés en bombes flottantes. Après Midway, les 2 Marines commencèrent à mesurer ce qu'ils appelèrent l'efficacité du cycle de pont. En clair, le temps pendant lequel un porte-avions restait inutilisable entre 2 frappes. Les chiffres faisaient froid dans le dos. Le groupe aérien du USS Yorktown enregistra une moyenne de 93 minutes entre la dernière récupération et le prochain lancement durant la campagne de Guadalcanal à l'automne 1942. Le Saratoga nota 108 minutes pendant la bataille de Santa Cruz en octobre. Les Japonais faisaient pire encore. Le Shokaku avait besoin de 2 heures et 14 minutes pour remettre son pont en état après la récupération lors de la bataille des Salomon orientales. Tous les amiraux du Pacifique voyèrent bien le problème. Les porte-avions passaient plus de temps à manœuvrer des avions sur le pont qu'à combattre réellement. Le commandant du groupe aérien de l'Enterprise, Wade McCloskey, oui, le même homme qui avait coulé 3 porte-avions à Midway, rédigea en janvier 1943 une note confidentielle affirmant en substance « Nous sommes construits pour un combat d'un seul coup, mais nous sommes engagés dans un match de boxe de 15 rounds. » Il calcula que si les groupes de porte-avions japonais et américains se rencontraient en haute mer, le camp qui lancerait le premier gagnerait probablement, car l'autre serait pris au piège dans ses opérations de récupération lorsque l'attaque arriverait. La guerre navale s'était transformée en duel de tireurs rapides où le plus prompt à dégainer l'emportait. Vers le milieu de 1943, la marine américaine disposait enfin d'assez de nouveaux porte-avions de classe. Essex, pour les faire tourner, certains lançaient des avions d'autres, les récupéraient d'autres, encore les réarmaient. Cela fonctionnait en quelque sorte, mais cela signifiait qu'il fallait 3 porte-avions pour accomplir le travail qu'un seul aurait dû pouvoir assurer. Le commandant Joseph Clifton, en service sur le Lexington en 1944, nota dans son journal qu'au cours de la bataille de la mer des Philippines en juin, les porte-avions américains avaient lancé 226 avions, mais qu'il leur fallut 97 minutes pour tous les récupérer. 5 pilotes furent contraints d'amérir à court de carburant, faute de place pour se poser. C'était intenable. Quelque chose devait changer, car la marine américaine construisait des porte-avions toujours plus grands et plus rapides, capables d'accueillir 80, puis 90, puis 100 appareils. Mais si l'on ne pouvait réellement utiliser tous ces avions, parce que la géométrie du pont restait figée dans les années 1925, à quoi bon? Tandis que les porte-avions américains livrèrent bataille dans le Pacifique, la Royal Navy résolvait discrètement le problème du cycle de pont dans l'Atlantique, et personne n'y prêtait attention. Les porte-avions britanniques affrontaient un cauchemar différent. Leurs ponts d'envol étaient plus petits, leurs hangars plus exigus, et ils opéraient dans l'Atlantique Nord, où la météo pouvait clouer les avions au sol plusieurs jours.
Le capitaine Matthew Slattery, commandant du HMS Illustrious, comprit au début de 1943 que son navire n'atteindrait jamais l'efficacité des porte-avions américains en conservant les opérations conventionnelles sur pont droit. Il se mit donc à expérimenter une idée qui paraissait insensée. Et si des avions pouvaient atterrir pendant que d'autres restaient stationnés à l'avant? Les premiers essais, en mars 1943, furent rudimentaires. Slattery fit peindre une ligne blanche le long du bord bâbord du pont d'envol, créant ainsi une étroite piste d'atterrissage contournant les appareils garés. Les pilotes approchaient par la poupe, attrapèrent les câbles d'arrêt sur cette trajectoire décalée, puis rejoignaient la zone de parc. Cela ne fonctionna qu'une seule fois. Un Seafire arriva trop à droite et heurta la queue d'un Swordfish stationné. Retour à la planche à dessin. Mais Slattery avait démontré quelque chose de crucial. Il n'était pas nécessaire d'utiliser toute la largeur du pont pour atterrir. Théoriquement, les avions pouvaient se poser sur une partie du pont, tandis qu'une autre partie servait à autre chose. La véritable percée vint d'une source inattendue, Dennis Campbell, un physicien civil travaillant pour le Royal Aircraft Establishment. À la fin de 1943, Campbell étudiait l'efficacité des porte-avions pour l'amirauté britannique lorsqu'il réalisa que tout le monde abordait le problème sous le mauvais angle. Les porte-avions considéraient leur pont d'envol comme une autoroute, une seule voie, un seul sens, tout le monde en file indienne. Mais si on le concevait comme un aiguillage ferroviaire, les trains pouvaient se croiser si les rails se coupaient sous un angle. Appliquer cela à un pont de porte-avions. Incliner la zone d'appontage par rapport à la zone de lancement. Et soudain, deux opérations peuvent se dérouler simultanément. La proposition de Campbell, soumise en janvier 1944, préconisait de couper la section arrière du pont d'envol selon un angle de 5 degrés vers bâbord. Les avions se poseraient sur cette zone inclinée, accrocheraient les câbles, puis rouleraient vers le parc bâbord, pendant que les appareils stationnés à l'avant-tribord pourraient décoller sans attendre. L'amirauté demeura sceptique, modifier la géométrie fondamentale de toute la flotte sur la base du croquis d'un physicien semblait téméraire. Mais elle autorisa un essai sur le HMS Triumph, un petit porte-avions opérant dans l'océan Indien, où l'intensité des combats était moindre. Le commandant H.P. Bramwell supervisa les modifications dans le port de Colombo en août 1944. Les ouvriers peignirent une piste d'atterrissage oblique sur le pont du Triomphe. Aucune modification structurelle, seulement de la peinture et un repositionnement des câbles d'arrêt. Le premier pilote d'essai, le lieutenant-commandant Eric Brown, écrivit plus tard que l'approche d'un pont incliné donnait une impression profondément dérangeante, comme s'il atterrissait sur un navire en train de virer sous lui. Mais cela fonctionna. Brown accrocha les câbles, vira à gauche et libéra la zone d'atterrissage en 45 secondes. Pendant ce temps, un corsaire décollait depuis la catapulte de proue. Deux opérations au même instant, sans interférence. La Royal Navy poursuivit discrètement les tests d'appontage oblique jusqu'à la fin de 1944 et en 1945. Les résultats étaient remarquables mais limités. L'angle de 5 degrés aidait certes, mais il n'était pas suffisant pour séparer complètement les opérations de décollage et d'atterrissage. Les avions devaient encore traverser des zones encombrées pour regagner le parc. La guerre se termina avant que les Britanniques puissent perfectionner le concept. Et le Japon, vaincu l'innovation en matière de porte-avions, cessa d'être une priorité. Les rapports restèrent dans les archives de l'amirauté, prenant la poussière pendant que le monde se démobilisait. La solution était là éprouvée au combat, et tout le monde l'oublia. C'est alors qu'apparut le commandant Walter Boone, pilote d'essai de la marine américaine, qui en 1951 en avait probablement assez d'entendre dire que les avions à réaction allaient rendre les porte-avions obsolètes. Les nouveaux F-9F Panther et F-2H Banshee étaient plus rapides et plus lourds que les avions à hélice. Ils nécessitaient plus d'espace pour atterrir et offraient moins de marge de carburant en cas d'erreur.
Tous les experts en aviation disaient la même chose les avions à réaction, et les ponts droits étaient incompatibles. La marine aurait dû construire de nouveaux navires ou accepter que les porte-avions soient condamnés. Boone jugea cela absurde. Il avait lu les rapports britanniques sur les expériences de ponts inclinés du HMS Triumph. Presque personne ne s'en était donné la peine, et il vit ce que la Royal Navy avait manqué. L'angle de 5 degrés n'était pas suffisant. Il fallait incliner la piste d'appontage assez fortement pour qu'un avion manquant tous les câbles d'arrêt puisse simplement remettre les gaz et redécoller sans rien percuter. Les Britanniques pensaient en termes de gestion de trafic. Boone lui pensait en termes de physique et de mode de défaillance. Si l'on inclinait le pont de 8 à 10 degrés, un bolter, un pilote ratant, les câbles pouvaient effectuer un toucher et décollage reprendre de l'altitude et retenter son approche. Aucun crash, aucune équipe de pont a évacué une épave, aucun cercle d'attente de 30 avions brûlant leur dernier carburant pendant qu'on nettoie le désastre. En mars 1951, Boone présenta son idée au contre-amiral Apollo Susk au centre d'essais aéronavals de Patuxent River dans le Maryland. La réponse de Susk fut essentiellement « prouvez-le ». Alors Boone et son équipe saisirent l'occasion, pendant que l'USS Midway était à Norfolk pour une maintenance de routine. Ils peignirent une zone d'appontage inclinée sur le pont décalé de 8 degrés vers bâbord et repositionnèrent les câbles d'arrêt. Le changement géométrique était simple, mais ses implications révolutionnaires. Le pont incliné créait 2 pistes distinctes sur un même navire. Une ligne droite de catapulte allant de la proue à la poupe pour les décollages, et une piste d'atterrissage oblique allant de la poupe au milieu bâbord pour les récupérations. Pour la première fois dans l'histoire de l'aviation navale, on pouvait faire atterrir et décoller des avions simultanément. Le premier essai eut lieu en juillet 1951. Boone lui-même effectua l'approche initiale à bord d'un F-9F Panther, arrivant à 145 nœuds, vers ce qui semblait être un pont tournant sous lui. Il accrocha le 3e câble, un appontage parfait, puis roula vers la zone de parc bâbord. Pendant qu'il roulait encore, un autre Panther décolla de la catapulte avant. 30 secondes plus tard, un 3e Panther apponta sur le pont incliné, puis un autre décollage. Une récupération. Un décollage, une récupération. Les opérations aériennes, qui prenaient autrefois 90 minutes, se déroulaient désormais en flux continu. L'équipe d'essai enregistra 12 appontages et 12 décollages en 18 minutes. La même séquence sur un pont droit aurait nécessité plus d'1 heure. Mais ce qui convainquit définitivement les observateurs, ce fut la 7e approche. Boone rata volontairement tous les câbles, un bolter délibéré. Sur un pont droit, c'est une urgence. Il aurait foncé dans les avions stationnés, causant des millions de dollars de dégâts et probablement des morts. Sur le pont incliné, Boone ajouta simplement des gaz, reprit son envol et s'éloigna sans encombre. L'équipe de pont ne broncha même pas. Il revint s'appointer parfaitement à la tentative suivante. Susk, observant depuis l'îlot de commandement, comprit immédiatement ce qu'il voyait. Le pont incliné ne se contentait pas d'améliorer l'efficacité. Il éliminait la cause la plus meurtrière des accidents en aviation embarquée. Les essais de juillet prouvèrent que la géométrie fonctionnait. Ceux d'autres confirmèrent qu'elle fonctionnait avec plusieurs types d'avions. En septembre 1951, le Bureau of Aeronautics de la Marine dessinait déjà les plans pour moderniser tous les porte-avions de la flotte. Un pilote d'essai et un pot de peinture venaient de doubler la puissance de frappe navale des États-Unis. Prouver que le pont incliné fonctionnait avec un peu de peinture sur le pont du Midway était une chose. Reconstruire les navires pour en faire une caractéristique permanente en était une autre. Un cauchemar d'ingénierie qui allait durer 3 ans, coûter des centaines de millions de dollars et forcer la marine à repenser toute sa conception des porte-avions. Le problème n'était pas seulement de couper le pont en biais.
Chaque système à bord avait été conçu depuis 30 ans autour de la géométrie du pont droit. Modifier un élément, c'était devoir tout modifier. Premier défi, la superstructure de l'îlot. Sur les porte-avions, à pont droit, l'îlot se trouvait sur tribord, à peu près au milieu du navire, ce qui convenait lorsque la zone d'appontage suivait l'axe central. Mais avec un pont incliné de 8 degrés, les avions en approche se dirigeaient désormais directement vers l'îlot avant d'accrocher les câbles. Leur trajectoire passait précisément à l'endroit où se dressait la superstructure. Les architectes navals du chantier de New York passèrent 6 mois à la fin de 1951 à calculer s'ils pouvaient déplacer l'îlot, le réduire, ou plaisanterie fréquente, le rendre transparent aux avions. La solution fut un compromis, déplacer légèrement l'îlot vers l'arrière et ajouter une extension de pont à bâbord pour élargir la zone d'appontage. Cela impliquait de couper la structure de la coque et de renforcer les membrures. Chaque modernisation nécessiterait 4 mois de cale sèche pour les seuls travaux structurels. Deuxième défi, le système d'arrêt lui-même. Les dispositifs hydrauliques, arrêtant les avions, étaient conçus pour fonctionner perpendiculairement à l'axe du navire, avec leur mécanisme intégré à la structure du pont. Incliner l'ensemble de 8 degrés signifiait redessiner tout le système, détourner les conduites hydrauliques et reconstruire les compartiments sous le pont où se trouvaient les machines. L'ingénieur Robert Decker de chez Grumman calcula que chaque transformation nécessiterait de retirer et de remplacer environ 40% des infrastructures d'arrêt. La conversion de l'USS Antietam en 1952 exigea à elle seule 11 000 heures de travail, rien que pour ce système. Puis vint le problème des catapultes, qui se transforma en opportunité. La marine testait alors les catapultes à vapeur, bien plus puissantes que les anciens systèmes hydrauliques. Et la modernisation avec pont incliné offrit le prétexte parfait pour les installer. Le commandant C.C., Kirkpatrick responsable de la conversion de l'Antietam, comprit que l'installation de catapultes à vapeur sur la proue, combinée à un pont d'appontage incliné, permettait aux porte-avions de lancer des avions plus lourds, tout en récupérant simultanément d'autres appareils de même tonnage. Mais l'installation de ces catapultes nécessitait de découper les plaques du pont, de faire passer des conduites de vapeur depuis les chaudières et de construire des salles de machinerie sous le pont pour loger les mécanismes. Ce qui avait commencé comme un simple projet de modification d'angle de pont devint une reconstruction complète du pont d'envol. Le système d'appontage optique, ou Mirror Landing System, destiné à guider les pilotes vers le pont incliné, posa lui aussi des difficultés. Mis au point par des inventeurs britanniques, en 1952, il utilisait un miroir gyrostabilisé et des lumières indiquant la pente de descente. Son installation exigeait un calibrage d'une précision extrême, adapté au nouvel angle de 8 degrés. Et le miroir devait être positionné de façon que les pilotes puissent le voir durant leur approche décalée. Le lieutenant-commandant J.R., l'âme pilote d'essai, chargé de l'évaluer sur l'Antietam, s'écrasa 2 fois lors des premiers essais, car le placement du miroir donnait une fausse indication de trajectoire. Il fallut le déplacer 3 fois avant d'obtenir la configuration correcte. Entre 1952 et 1955, la marine convertit 13 porte-avions de classe Essex en version à pont incliné. Chaque transformation coûta entre 8 et 12 millions de dollars, une somme considérable quand on sait que les navires eux-mêmes avaient coûté environ 70 millions à l'origine. Le USS Bennington entra en cale sèche au chantier naval de Norfolk en janvier 1954 et n'en ressortit qu'en septembre. La modernisation du USS Hornet prit 7 mois. Ce n'était pas de simples retouches. Les ouvriers découpaient des sections entières du pont, soudaient une nouvelle structure et réorganisaient pratiquement tous les systèmes majeurs. Les navires qui en sortaient étaient fondamentalement différents de ceux qui y étaient entrés, même s'ils semblaient identiques vus de loin. L'USS Antietam quitta Norfolk en décembre 1952,
comme premier porte-avions opérationnel au monde doté d'un pont incliné, et il mit immédiatement le cap sur la Corée pour prouver si la géométrie de Boone fonctionnerait sous le feu ou si ce n'était qu'une belle idée, destinée à s'effondrer dès les premiers coups de canon. Le haut commandement naval était divisé. La moitié voyait là l'avenir de l'aviation embarquée. L'autre moitié craignait une modification coûteuse qui mettrait les pilotes en danger. L'Antietam avait 4 mois pour trancher le débat. Le navire arriva au large des côtes coréennes en janvier 1953 et commença aussitôt ses missions de combat contre les positions nord-coréennes et chinoises. Le commandant William Sisko, responsable des opérations aériennes, tenait des registres méticuleux, conscient que Washington observait chaque chiffre. La première semaine d'opération établit une base de référence. L'Antietam lança et récupéra 68 sorties en 12 heures. Cela ne paraît pas spectaculaire, jusqu'à la comparaison avec son navire jumeau, le USS Kearsarge, opérant un peu plus au sud, avec un pont droit, seulement 39 sorties dans le même laps de temps. Même taille de groupe aérien, même type d'appareil, même profil de mission. Le pont incliné générait 74% de puissance de combat supplémentaire avec le même navire. La différence la plus parlante se révéla dans ce que les pilotes appelaient la disponibilité du pont, le pourcentage de temps durant lequel le pont était réellement prêt à recevoir des avions. Sur les porte-avions à pont droit, engagés en Corée, la disponibilité moyenne était de 42%. Cela signifiait que les pilotes partant en mission savaient qu'ils avaient une chance sur 2 de trouver le pont libre à leur retour. Dans le cas contraire, ils devaient tourner au-dessus de la mer, en brûlant leur carburant, ou se dérouter vers une base d'urgence en Corée du Sud. Sur l'Antietam équipé d'un pont incliné, la disponibilité atteignait 79%. Les pilotes pouvaient compter sur la certitude de pouvoir rentrer. Cela semble n'être qu'une statistique, jusqu'à ce que vous soyez vous-même assis dans le cockpit à regarder votre jauge tomber vers 0. Le lieutenant James Miker, oui, celui qui deviendrait plus tard écrivain, pilotait un F-9F Panther depuis l'Antietam en février 1953, lorsqu'il vit le pont incliné sauver 3 vies en une seule après-midi. Un Skyraider revenant d'une mission d'appui, rapproché gravement endommagé, approcha trop vite, il rata les 4 câbles d'arrêt. Sur un pont droit, il se serait encastré dans les avions garés, se tuant probablement et détruisant 2 ou 3 appareils. Sur le pont incliné de l'Antietam, il continua tout droit, s'envola du bord. Bâbord monta vida ses réservoirs pour s'alléger et réussit son appontage à la tentative suivante. Le même jour, autre urgence, un F-9F avec une bombe restée accrochée son fil d'armement tiré. Elle était active. Il devait se poser immédiatement. Sur un pont droit, impossible, trop dangereux, avec les avions stationnés à l'avant. Sur un pont incliné, pose-le maintenant. Aucun problème, la zone d'appontage était dégagée. 3e incident. Un pilote désorienté perdit la notion de l'axe, se posa presque au bord du pont bâbord. Sur un pont droit, il se serait écrasé contre l'îlot. Sur le pont incliné, il était en réalité proche de l'axe de descente et accrocha les câbles normalement. En mars 1953, les registres de Sisko montraient que l'Antietam effectuait 89 sorties par jour, contre 47 pour les porte-avions à pont droit. La marine envoya le capitaine John Crumlin pour observer les opérations et rédiger un rapport. Son télégramme au chef des opérations navales fut sans détour: le pont incliné augmente la puissance de frappe d'au minimum 85%. Tout porte-avions non converti combat à la moitié de sa capacité. Recommande la conversion urgente de toute la flotte. Les sceptiques de Washington se turent aussitôt. Ce qui finit de convaincre tout le monde fut une seule mesure adoptée en avril, le cycle d'efficacité opérationnelle qui comptabilisait le nombre complet de séquences attaque, récupération, réarmement,
redécollage qu'un porte-avions pouvait exécuter en 24 heures. Les navires à pont droit atteignaient en moyenne 2-3 cycles. L'Antietam en enregistrait 4-1. Il combattait comme 2 porte-avions à lui seul. La géométrie que Boone avait prouvée avec un simple pot de peinture en 1951 venait d'être confirmée 2 ans plus tard par le sang et les bombes en 1953. Les résultats des combats en Corée mirent de fin au débat. Dès la fin de 1953, la marine américaine s'engagea dans un projet plus ambitieux que la simple modernisation de ses anciens porte-avions. Elle entreprit la conception d'une toute nouvelle classe pensée depuis la quille pour les opérations à pont incliné. Les super porte-avions de la classe Forrestal furent les premiers bâtiments de guerre de l'histoire, où le pont oblique n'était pas une modification ajoutée, après coup, mais le principe de conception fondamentale. Tout le reste, propulsion blindage. Armement quartier d'équipage fut conçu pour tirer le maximum de ce fameux angle de 8 degrés. Le USS Forrestal fut lancé en décembre 1954 et la différence sautait aux yeux dès le quai. La zone d'appontage oblique n'était pas une simple bande peinte sur un pont droit, elle était intégrée à la structure même de la coque, avec un renfort de blindage le long de la section inclinée, spécialement conçu pour encaisser l'impact des avions en réaction. L'îlot était placé plus en arrière que sur tout autre porte-avions précédent, offrant aux pilotes une approche dégagée vers le pont incliné. 4 catapultes à vapeur, 2 à la proue 2 sur le pont oblique, permettaient au Forrestal de lancer 4 avions toutes les 60 secondes, tout en récupérant d'autres appareils sur la zone d'appontage. Le taux théorique, maximal, atteignait 170 sorties par jour, alors qu'aucun porte-avions de la Seconde Guerre mondiale n'avait dépassé les 90. Le capitaine Roy Johnson prit le commandement du Forrestal pour les essais en 1955, et le navire valida immédiatement toutes les décisions de conception. Lors d'un exercice au large du Cap Virginie, en août, l'aéronaval lança un raid de 40 avions, récupéra 32 appareils de la mission précédente et lança simultanément une patrouille aérienne de 20 chasseurs, le tout en 47 minutes. L'équipage du pont gérait 3 opérations distinctes, à la fois des décollages depuis les catapultes, avant des appontages sur le pont incliné, et le remorquage et ravitaillement d'appareils stationnés à l'avant. C'était un chaos parfaitement contrôlé qui fonctionnait grâce à la géométrie du pont, séparant chaque flux d'activité. Les implications stratégiques frappèrent l'Union soviétique comme un marteau. Leurs planificateurs navals avaient toujours supposé que les porte-avions américains étaient vulnérables durant les opérations aériennes, les surprendre pendant les décollages ou les appontages suffisait à les submerger. Les Forrestal détruisirent cette hypothèse. Ces navires n'étaient jamais vraiment vulnérables, car ils n'étaient jamais vraiment à l'arrêt. L'amiral soviétique Sergei Gorchkov écrivit en 1956 que les groupes aéronavals de l'OTAN centrés sur les porte-avions de classe Forrestal pouvaient maintenir une capacité de frappe continue contre les positions soviétiques. Sa conclusion était sombre. La flotte de surface soviétique n'avait aucun moyen efficace de contrer des super porte-avions capables de lancer 100 sorties de combat par jour indéfiniment. Les chiffres confirmèrent ses craintes. En 1959, la marine américaine comptait déjà 4 unités opérationnelles de la classe Forrestal, Saratoga Ranger et Independence. Chacun embarquait un groupe aérien d'environ 90 avions et pouvait maintenir un rythme de sortie équivalent à celui de 3 porte-avions de la Seconde Guerre mondiale réunis. Lors des exercices de l'OTAN en 1960, l'aéronaval du Forrestal effectua 147 sorties en 24 heures, y compris de nuit. L'élément déterminant était la disponibilité des avions. Sur les porte-avions à pont droit, les mécaniciens peinaient à réparer les appareils, car le pont alternait sans cesse entre décollage et atterrissage. Sur le Forrestal, le parc avant devint une zone de maintenance stable, où les équipes pouvaient travailler
pendant que les opérations se poursuivaient autour d'eux. Ce changement de doctrine fut révolutionnaire. Avant les ponts inclinés, les groupes de porte-avions restaient loin des zones ennemies, car ils avaient besoin d'espace et de temps pour récupérer leurs avions entre deux attaques. Le Forestal et ses navires jumeaux pouvaient désormais opérer au plus près des côtes adverses, se défendre tout en attaquant lancer des chasseurs, tout en récupérant des bombardiers, tout en ravitaillant la vague suivante. Le vice-amiral John McCain Jr. appela dans un rapport de 1961 la capacité de Rolling Thunder, et il le pensait littéralement. Le porte-avions devint une plateforme de puissance aérienne, continue ininterrompue d'une nature jamais vue auparavant. Une seule innovation, un simple changement de géométrie, avait engendré un système d'armes destiné à dominer la guerre navale pendant les 50 années suivantes. Montez aujourd'hui sur n'importe quel pont de porte-avions, qu'il soit de classe Nimitz ou Ford, et vous vous tenez sur la même géométrie de base que celle que Boone avait peinte sur le Midway en 1951. La zone d'appontage inclinée à 8 degrés est toujours là. Les catapultes à vapeur désormais électromagnétiques occupent les mêmes positions. Le système optique d'appontage trône toujours sur bâbord à côté de la piste oblique. 74 ans plus tard, personne n'a trouvé de meilleure solution, parce que la solution était parfaite dès le départ. Cela n'arrive presque jamais dans l'histoire de la technologie militaire. Le USS Gerald R. Ford, mis en service en 2017 comme le porte-avions le plus avancé jamais construit, coûtant 13 milliards de dollars, est équipé de catapultes électromagnétiques, d'un système d'arrêt avancé et d'un réacteur nucléaire capable de fonctionner 50 ans sans ravitaillement. Mais son pont d'envol incliné de 8 degrés est identique à celui du Forestal en 1955. Le Ford peut lancer et récupérer 33% de sorties en plus que les porte-avions de classe Nimitz, non pas parce que la géométrie a changé, mais parce que ses catapultes se rechargent plus vite et que son équipage a besoin de moins de temps entre deux opérations. La disposition fondamentale permettant les opérations simultanées n'a pas changé parce qu'elle n'a pas besoin de changer. La physique reste la même. Les opérations aéronavales modernes se déroulent à un rythme qui aurait paru impossible aux amiraux de la Seconde Guerre mondiale. Pendant l'opération Inherent Resolve contre l'État islamique en 2016, le USS Dwight D. Eisenhower maintint un rythme de 75 sorties par jour pendant 7 mois consécutifs. L'aéronaval effectua 12 000 missions de combat sans la moindre perte opérationnelle, liée au cycle de pont ou aux problèmes de récupération. Les pilotes décollaient en sachant que le pont serait prêt à leur retour, la même confiance que ceux de l'anti-Étam avaient déjà, en 1953, au-dessus de la Corée. Le pont incliné avait effacé toute une catégorie de peur dans l'aviation embarquée. Mais ce qui démontre réellement la puissance durable de cette innovation, c'est que toutes les autres marines l'ont copiée. Lorsque la Chine construisit ses porte-avions Liaoning et Shandong, elle y intégra des ponts inclinés. L'INS Vikramaditya de l'Inde en possède un également. Même les navires d'assaut amphibies plus petits, comme ceux de la classe America ou de la classe Queen Elizabeth, qui utilisent des avions à décollage et atterrissage vertical, n'ayant pas en théorie besoin d'un pont oblique, conservent cette géométrie, car elle améliore la fluidité des opérations et la gestion des appareils. Le principe de conception a dépassé le problème précis qu'il devait résoudre pour devenir la norme universelle de tout navire embarquant des avions à voilure fixe. L'innovation a également survécu à la technologie pour laquelle elle avait été conçue. Boone pensait aux avions à réaction de 1951, mais le pont incliné fonctionne tout aussi bien pour les chasseurs furtifs de 5e génération F-35C d'aujourd'hui, ou pour les futurs drones de combat que la marine mettra en service en 2040. Cette géométrie n'est pas liée à un type d'appareil particulier, elle est liée aux lois fondamentales de la physique, celles qui régissent l'atterrissage d'un objet doté d'une vitesse vers l'avant sur une plateforme en mouvement. Tant que les porte-avions existeront,
et que les avions auront besoin de pistes pour décoller et atterrir, le pont incliné sera indispensable. Il y a quelque chose d'élégant dans le fait qu'un simple changement géométrique, 8 degrés d'inclinaison, ait résolu un problème que les amiraux pensaient ne pouvoir corriger qu'en construisant des navires entièrement nouveaux, ou grâce à des technologies révolutionnaires. Pas de matériaux exotiques, pas d'ordinateurs, pas d'ingénierie avancée, réservée à 3 pays au monde. Il a suffi de faire pivoter la zone d'appontage. Et soudain, tout fonctionnait. Le commandant Boone n'imaginait sans doute pas qu'il était en train de définir la configuration standard du siècle à venir pour l'aviation navale. Il voulait simplement sauver des vies de pilotes et rendre les porte-avions plus efficaces. Mais c'est souvent ainsi que naissent les meilleures innovations, en résolvant un problème immédiat de façon si parfaite qu'on construit sans le savoir quelque chose qui durera éternellement. Montez sur un pont de porte-avions en 2025 et vous vous tenez sur un fragment de pensée de 1951 que personne n'a cherché à améliorer parce que personne n'en a eu besoin. Le pont incliné a doublé la puissance de frappe des porte-avions, supprimé la cause la plus meurtrière des accidents d'aviation embarqués et créé la plateforme ayant permis 70 ans de domination navale américaine. Pas mal pour un peu de peinture et de géométrie.